toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on démarre cette émission avec une partie d'éducation aux écrans. Vous le savez, c'est la mission justement du Clémy depuis près de 30 ans. On poursuit les épisodes de la famille tout écran. Cette fois-ci, c'est la saison 2, épisode 5 qui nous attend. Ce qui nous attend aussi, c'est Jeanne Dreyfus et ses idées derrière la tech. Jeanne, aujourd'hui, tu vas nous parler de jeux vidéo et d'archéologie. Ben oui Marjorie, si je te dis Lara Croft, si je te dis Uncharted, Assassin's Creed, bref, tous ces jeux ont en commun leur amour pour l'Antiquité et ils apparaissent parmi les 500 références d'Archéogame sur Steam, la plateforme consacrée. Et tant et si bien que je me suis demandé, mais est-ce que l'archéologie aujourd'hui, elle ne se vit pas à bout de joystick plutôt qu'à bout de stylet? Donc on va étudier tout ça. Eh ben ça nous promet une discussion absolument passionnante, comme toujours avec toi, bien évidemment. Autre discussion, je l'espère passionnante, tiens, ce sera avec moi et avec mes invités. C'est notre talk du jour. Parmi les 120 dirigeants des plus grandes entreprises françaises, seulement 3 sont des dirigeantes. Alors, elles ne représentent que 33% des salariés du secteur du numérique. Comment enfin inverser la tendance? Comment donner l'envie aux jeunes filles d'oser les métiers de la tech et de l'industrie? Mixité, égalité, sororité, c'est tout simplement la maxime qui va nous aider à susciter des vocations aujourd'hui. Avec Marie-Sophie Pavlak, vous êtes la présidente et la fondatrice de l'association Elle Bouge. Bonjour à vous. Bonjour. Et Sarah Dalmasso, vous êtes la directrice générale et vice-présidente d'Omnicell International. Bonjour Marjorie. On revient avec vous sur cette discussion dans un instant, mais d'abord, focus. Avoir une consommation du numérique raisonnée, raisonnable, c'est ce que nous apprend le Clémy toutes les semaines grâce à notre grande série La famille tout écran. Est-ce que vous êtes prêts pour la saison 2, épisode 5? J'ose l'espérer parce qu'on le regarde tout de suite ensemble. Mes chéris, ce soir c'est Marie qui vous garde. Papa et moi on profite de la pleine lune pour aller se faire un petit dîner en amoureux. La Lune? Vous parlez bien du 5e plus gros satellite du système solaire? En même temps, avec un diamètre moyen de 3474 km, ça la met dans le top. Et comme la Terre, la Lune a un noyau très chaud, mais plus petit. Allez, faut y aller. La Lune ne va pas nous attendre. Non, mais elle va revenir dans 29 jours et demi. C'est ce qu'on appelle la période synodique. Un tour autour de la Terre, si vous préférez. Ils sont trop mignons. Non, une licorne, c'est mignon. Mais les petits Bogdanov en culotte courte, ils commencent à me fatiguer. Où est-ce que vous avez appris tout ça, les enfants? Je dois avouer que j'y suis pour quelque chose. Encore elle. Mon suidocteur Nozman, c'est un youtubeur, il fait de la vulgarisation scientifique. Encore lui. Papa, j'ai même trouvé une info pour toi qui adore le surf. Tu savais que les marées étaient causées Par la force de Lune et du Soleil et une force d'inertie due à la révolution de la Terre autour du centre de gravité du couple Terre-Lune. Le tout couplé à la rotation de la Terre. Terre sur son axe. Ce qui semble logique. Ils sont trop forts. Internet regorge de fausses nouvelles, mais c'est aussi une source de savoir immense. Posez-vous toujours la question, qui me parle et dans quel but? Soyez curieux, développez votre esprit critique et partagez ce qui vous passionne. Oh, j'ai une idée. On essaye de trouver Vénus. Alors c'est là. Waouh. C'est magnifique. Mais non, ça c'est la parabole du voisin. Les informations et évidemment les contenus en ligne, toujours évidemment une matière à discuter en famille notamment et pas que. Ce qui va être matière justement à discussion pour nous tout de suite, c'est la première partie de notre talk. Comment susciter des vocations en matière d'industrie, en matière de numérique, surtout auprès des jeunes filles et des jeunes femmes. On en parle avec nos invités. Et à nos côtés pour mener cette discussion, Marie-Sophie Pavlak, vous êtes la présidente et la fondatrice, dites donc, de l'association Elle Bouge au pluriel, parce que ça fait plus de 15 ans vous menez des actions justement pour que les femmes et les filles en sciences, dans le numérique et l'industrie puissent justement partager leur passion. Absolument. Et Sarah Dalmasso, vous êtes la DG et vice-présidente d'Omnicell International. Vous venez tout juste, il y a quelques jours, de participer aux assises de la parité. C'est important, là aussi, on le verra au cours de cette discussion, de pouvoir incarner justement ce leadership au féminin et se dire qu'on peut l'assumer et évidemment, on peut le montrer aux autres. D'ailleurs, déjà,
comment est-ce qu'on pourrait se dire qu'on est des rôles modèles soi-même? Est-ce que c'est parfois un peu dur, Marie-Sophie, Sarah, de se dire que soi-même on peut être un rôle modèle et d'endosser ce rôle? Marie-Sophie. Moi, je crois qu'on n'en prend pas conscience tout de suite. Hein. C'est quelque chose qui vient un peu avec l'expérience. Après, je pense que chaque femme est remarquable. Elle ne le sait pas toujours. En tout cas, nous, avec l'association Elle Bouge, on peut dire qu'on a 10 000 rôles modèles, marraines et relais de l'association qui témoignent avec plus de 500 événements par an en face à face auprès de plus de 40 000 jeunes filles et elles sont chacune des rôles modèles exceptionnels, toutes différentes, mais toutes qui peuvent inspirer ces jeunes filles, faire tomber, casser des stéréotypes encore ancrés sur l'industrie et la tech, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, et effectivement ouvrir la voie, ouvrir le champ des possibles sur des secteurs, des carrières qui leur permettront aux plus jeunes de s'épanouir, d'avoir des voies qui leur permettront de s'éclater dans leur job déjà, et puis d'avoir aussi quelque part une indépendance financière, ce qui est important dans le cadre de l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une des clés. Absolument, et qui ne doit plus être un tabou d'ailleurs. C'est pas tabou aujourd'hui de parler d'argent et de se dire que justement dans les métiers de l'industrie du numérique, bah oui, on peut gagner sa vie. On peut tout à fait gagner sa vie. Pour revenir sur le rôle modèle, je pense que ce que vous avez dit, Marie-Sophie, c'est tout à fait pertinent. Ça s'impose à soi. Ouais. On a toutes, je pense, passé à un moment donné par le syndrome de l'imposteur. Arriver même à des fonctions comme celles que j'ai aujourd'hui, faut l'accepter. Et il faut donc du coup accepter qu'on devient un rôle modèle pour toutes ces jeunes filles ou toutes ces femmes, etc. Et que le plafond de verre, il peut être brisé, mais une fois qu'on en a conscience, c'est aussi comment on se l'approprie et surtout qu'est-ce qu'on en fait. Donc vous avez dit hier, j'ai participé la semaine dernière, participé aux assises de la parité, et je pense que ça a été aussi pour moi un vecteur d'acceptation d'être un rôle modèle et de pouvoir parler au nom de toutes les femmes et surtout d'essayer de faire avancer les lignes, d'accélérer le mouvement vers plus de mixité à tous les niveaux de l'entreprise. Et on se rend bien compte que pour des problèmes de recrutement aujourd'hui, si on veut faire accepter plus de mixité à tous les niveaux de l'entreprise, il faut commencer, comme vous l'avez dit, dès l'école, dès l'éducation. Et comment on fait bouger les lignes à ce niveau-là? Non, absolument, c'est fondamental. Et c'est tout le but justement de l'émission d'aujourd'hui. Est-ce que vous-même d'ailleurs, vous avez des rôles modèles, qu'ils soient féminins ou masculins pour le coup? Tout à fait. Alors moi, j'ai des rôles modèles qui appartiennent à l'histoire, d'une part, comme Olympe de Gouges, qui est la femme qui a, peu après la Déclaration des droits de l'homme, écrit la Déclaration des droits de la femme, qui avait notamment dit la femme a le droit d'aller sur l'échafaud, elle doit avoir, comme les hommes, elle doit avoir le droit de monter à la tribune. Et ironie du sort, pour avoir écrit cette déclaration, elle a effectivement terminé sur l'échafaud, mais je pense qu'on lui doit beaucoup. Et puis j'ai des rôles modèles plus récents, comme évidemment les Simone de Beauvoir, Simone Veil, Nelson Mandela. Je pense qu'il a fait énormément de choses avec une bienveillance extraordinaire, un charisme, et moi qui m'inspire. Et plus, pour être sur le sujet de l'industrie et de la tech, une de mes rôles modèles, c'est Malala. Cette jeune femme pakistanaise qui avait organisé des cours pour les jeunes filles et qui, pour avoir fait un blog sur ce sujet, on a tenté de l'assassiner. Et je crois qu'elle a reçu le prix Nobel de la paix quelques années après. Des prix Nobel de la paix, des figures historiques importantes, ça peut être aussi un rôle modèle, parfois quelqu'un qui nous a inspiré dans notre quotidien, Sarah. Alors, moi, j'en ai beaucoup plus de ce côté-là, des rôles modèles au quotidien. D'abord, des amis, certaines de mes amies qui se sont réinventées des vies, qui ont été employées et qui un jour ont décidé de se lancer et de devenir, de lancer leur boîte, etc. Ou alors de s'adapter à ce qu'elles avaient envie de faire de leur vie et de concilier un peu mieux la vie professionnelle et la vie personnelle. Et donc, on voit aujourd'hui
des femmes qui réinventent leur métier avec Instagram, les réseaux sociaux, etc. Et qui, du coup, sont contentes d'avoir fait des études dans la technologie et dans le numérique et qui se réinventent des emplois aujourd'hui. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement inspirant. Alors, je pourrais citer des noms que personne ne connaîtrait, mais ouais, je trouve ça assez inspirant de ce côté-là. Et puis, je pense, pour en revenir, pour continuer sur l'équilibre vie pro, vie perso, je pense qu'il y a des femmes aussi... on a beaucoup entendu parler de Sheryl Sanders, etc. Des femmes comme ça qui ont montré un peu la voie en disant, en fait, c'est possible. On peut devenir dirigeante, on peut s'imposer et quand même avoir une famille, des enfants en bas âge, continuer à travailler et aussi prendre soin de soi. Donc, Et on va revenir à l'importance justement du fait de parler de cet équilibre vie pro, vie perso, parce que souvent c'est parfois aussi un phénomène d'autocensure qui arrive du côté des parents, plus que des candidates et des futurs talents justement de ces industries. Mais d'abord, pourquoi est-ce que vous avez voulu toutes les deux vous lancer dans une carrière dans l'industrie et le numérique, Marie-Sophie ? Alors moi, simplement parce que j'aimais les maths et la physique à l'école, et je me débrouillais bien. Donc c'était une appétence pour les matières scientifiques. Et donc l'envie de continuer. Donc c'était une voie un peu naturelle d'aller sur une école d'ingénieur. Après, oui, ce que vous dites, les parents... peuvent un peu tuer ses envies. Moi, je sais qu'en tout cas, le jour où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, ma mère m'a dit, maintenant, tu vas faire prof ou institutrice. Oh, wow. Et c'est dur quand même. Très beau métier, prof ou institutrice. C'est pas ça que je voulais... Je veux en aucun cas le diminuer, mais, mais c'était pour elle naturel. Un peu. Non, c'était naturel. C'est-à-dire, tu auras des enfants, donc tu pourras bénéficier des congés scolaires. Ça sera plus facile. Donc, je pense que dans sa tête, c'était bienveillant. Et de toute façon, je ne me suis pas laissée faire parce que j'ai pu m'éclater dans l'industrie pendant si longtemps. Et je continue d'écouter avec beaucoup de plaisir les témoignages. Alors, je partage ce que vous avez dit, les rôles modèles, c'est déjà nos amis et notre entourage. Et donc, moi, c'est mes 10 000 rôles modèles d'Elle Bouge, qui sont des femmes, bien sûr, pour moi, exceptionnelles. Et je voudrais juste revenir sur les rôles modèles, dire que c'est important d'avoir des rôles modèles à tous les étages. C'est-à-dire que, en tout cas, quand on s'adresse aux jeunes filles qui sont peut-être en âge d'orientation, entre la 3e et la terminale, avoir des jeunes femmes ingénieures, techniciennes qui viennent d'être diplômées, qui viennent d'être en poste, quand elles racontent ce qu'elles font, c'est déjà formidable. Et pour les jeunes filles, c'est plus atteignable. Avoir Sheryl Sanders qui parle, c'est sûrement exceptionnel. Mais dans la tête de quelqu'un qui a entre 15 et 18 ans, c'est plus compliqué de se dire je serai peut-être un jour comme elle. Alors que quand c'est une jeune femme, elle se retrouve aussi, elle se projette aussi même dans le look. C'est-à-dire que c'est important, la rencontre en face à face, pour justement, c'est l'identification aussi possible de se dire j'aimerais bien être comme elle. Oui, c'est donner du tangible aussi, avoir une façon de pouvoir se projeter qui va être assez directe et qui va permettre là aussi, toujours pareil, de dénouer parfois certains a priori, certains clichés qu'on peut avoir sur des métiers, notamment industriels. On va y revenir là aussi. D'abord, je voulais avoir vraiment les coulisses, si j'ose dire, Sarah, sur l'inspiration qui vous a fait vous embarquer dans une carrière justement dans l'industrie de la santé pour le coup aujourd'hui avec Omnicell. Je pense que la santé, pour moi, ça a toujours été quelque chose d'important. Je voulais avoir un métier qui ait un impact, où j'ai envie de me lever le matin. Et c'est vrai que toute la partie technologie, numérique, développer des softwares, ça c'est super, mais c'est très technique. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière. Nous, aujourd'hui, on est là pour aider les patients. On a tous des patients autour de nous, on en sera un jour. Donc, c'est important d'avoir un impact. Et ça rend, en fait, le travail technique beaucoup plus humain. Beaucoup plus humain. On est là pour aider les gens, pour les accompagner dans des moments qui sont difficiles, pour accompagner les infirmières, tous les gens... toutes les personnes qui sont dans le service à la personne, dans les hôpitaux, etc. Et donc là, du coup, ça prend tout son sens. Mais ça, on est en inventant des robots, des logiciels, de l'automatisation, etc. Oui, il y a du technique, on utilise des maths, on utilise des sciences, on utilise de la technologie.
mais dans un but humain. Et ça, moi, c'est vraiment ce qui m'a... Bien que je n'ai pas fait une école d'ingénieur, j'ai fait une école de commerce. La technologie, j'ai toujours été très intéressée par ça, mais c'était vraiment dans un but ultime, beaucoup plus humain que juste faire du code ou manager des équipes d'engineering. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour pouvoir aider justement ces jeunes filles à raccrocher avec le numérique, avec les sciences, avec l'industrie, il faut le ramener à l'impact justement qu'elles peuvent avoir. Se dire que toutes ces matières, ça va être des super pouvoirs pour pouvoir impacter directement sur la société. Super mot, super pouvoir. Ouais. C'est exactement ça. Moi, je voudrais donner l'exemple, par exemple, d'un événement qu'on fait depuis 6 ans maintenant, qui s'appelle le Challenge Innovatech, où donc on propose aux jeunes filles, on forme des équipes intergénérationnelles, 2 lycéennes, 2 étudiantes et 2 marraines, donc femmes en poste dans l'industrie, des équipes régionales qui se retrouvent par région, et qui doivent trouver une solution à une problématique qu'elles trouvent ensemble le jour même du challenge et le solutionner par des techniques ou des technologies de l'industrie du futur. Bien évidemment, les jeunes filles qui arrivent là ont quasiment même jamais entendu parler d'industrie du futur. Ça veut dire quoi? Industrie 4.0, etc. Mais avec l'aide des marraines, elles vont identifier une problématique de la vie courante et inventer une application, la possibilité d'utiliser la réalité augmentée, de travailler sur la médecine du futur, sur l'alimentation intelligente, sur les transports de demain, sur les énergies du futur. Et donc tout ça, effectivement, ça revient à ce que vous dites, ça donne du sens au travail et on voit qu'avec la technologie, avec ce challenge Innovatech, elles sont plongées dans la peau d'un ingénieur ou d'une technicienne le temps d'une journée. Elles inventent une solution qu'elles pitchent le soir même et elles découvrent effectivement tout le champ des possibles de pouvoir utiliser la technologie pour inventer des solutions et donc participer à construire l'avenir. Et là, quelque part, on retrouve la notion de sens qui est, à mon avis, très importante encore plus pour les femmes que pour les hommes. On a cette sensibilité de vouloir donner du sens à ce qu'on fait. Ce sens, c'est vraiment ce qui vous accompagne au quotidien, Sarah? Tout à fait. Tout à fait. Alors, comme je vous disais, pour moi, c'est important de savoir pourquoi je me lève le matin. Donc, ce sens, c'est hyper important. Je pense que aussi, c'est important pour les nouvelles générations de plus en plus. Quand on fait beaucoup de recrutement aujourd'hui, on intervient dans les écoles. On voit bien que les jeunes filles, et pas que les jeunes filles d'ailleurs, elles ont ce besoin de sens, de savoir comment elles vont évoluer. Peut-être pas d'être figées dans une seule carrière pour toute leur vie, mais donc ouvrir le champ des possibles, savoir justement comment elles vont pouvoir pallier cet équilibre vie professionnelle, vie familiale ou future vie familiale, et se poser des questions différentes que nous, on a pu se poser plus jeune, mais définitivement orienté sur le sens. Parce qu'on le disait tout à l'heure, en effet, il y a souvent une part d'autocensure, en l'occurrence des parents qui, de façon très bienveillante, vont parfois moins aiguiller ou appuyer les choix de leurs filles pour des carrières scientifiques ou une appétence pour ces métiers industriels, en se disant mais j'ai peur qu'il n'y ait pas d'équilibre entre ta vie personnelle, entre ta vie professionnelle. Comment est-ce qu'on peut ouvrir les chakras de ses parents, leur montrer la preuve par l'exemple, tout simplement? Il faudrait qu'ils viennent faire le challenge Innovatech, par exemple. Ah oui, c'est une bonne idée pour la saison prochaine. Oui, il faut effectivement s'adresser beaucoup aux prescripteurs d'orientation. Les premiers sont les parents, profs également, le corps enseignant et puis les conseillers d'orientation. Après, c'est pas facile. C'est pas facile. La profession d'ingénieur, technicien, c'est pas un métier. C'est des centaines de métiers différents. Et c'est pas des métiers qu'on rencontre dans la vie courante. C'est pas comme médecin ou juge ou voilà où il y a des séries télévisées ou experts scientifiques. Voilà. C'est mon rêve qu'il y ait une série télévisée où les héros et les héroïnes effectivement seraient des ingénieurs et des techniciennes. Mais c'est pas facile. Donc il faut venir mettre en lumière. Et donc il faut aussi mettre en lumière pour les parents. Après, c'est pas facile. Souvent, on me dit, mais les conseillers d'orientation, mais ils sont pas des Superman et Wonder Woman qui peuvent connaître tous les métiers de la planète. C'est aussi une des autres questions, c'est comment avoir accès à la bonne info pour pouvoir aussi maintenir l'agilité du choix des formations et des carrières.
Est-ce que du coup aussi, Elle bouge, ça peut devenir une ressource pour ces conseillers et conseillères d'orientation ? Bien sûr, j'espère qu'on est une ressource. On a beaucoup de portraits en ligne, etc. Et puis, bon, on fait quand même 500 événements par an en face à face auxquels on invite bien évidemment les jeunes filles, mais aussi les accompagnateurs, les profs, etc. Il faudrait qu'on rajoute une rubrique par an. Ça me paraît essentiel de le souligner. Mais déjà, les parents peuvent aller sur le site pour ouvrir, pour voir ce qui se passe. Ça me semble bien d'ajouter les parents. J'accompagnais mon fils, le deuxième, qui est en CP, à une sortie au Louvre il n'y a pas très longtemps. Et j'ai été très choquée par une petite fille qui m'a dit « Ah non, mais moi, de toute façon, je suis une littéraire. » À 6 ans et demi. À 6 ans et demi. C'est très tôt pour avoir de telles certitudes, dites donc. Oui, mais donc ça ne vient pas d'elle. Donc ça ne vient pas d'elle, ça vient sûrement de son entourage, etc. Et effectivement, je pense que si cette petite fille, elle grandit en se disant qu'elle n'est pas faite pour les maths, elle ne va pas travailler ses maths. Ou ses sciences, etc. Le STEM, c'est quand même extrêmement dommage. Donc bon, j'ai fait ce que j'ai pu faire ce jour-là, mais effectivement, parler dans les écoles, s'assurer qu'il y a quand même de plus en plus d'écoles, même en primaire, qui invitent des parents pour parler de leur métier. Donc, si plus il y aura de femmes et de femmes ingénieurs, mathématiciennes, etc., dans des métiers techniques et numériques qui le feront, je pense qu'on pourra avoir un impact supplémentaire. Donc. Le vrai sujet, c'est la méconnaissance. L'éducation et la méconnaissance du terrain qu'on ne peut pas deviner. Donc, il faut vraiment être plongé dedans. Et moi, je milite pour qu'il y ait une matière qui s'appelle projet professionnel à l'école et que tout ne soit pas laissé à la sphère du privé, finalement, parce qu'en fait, l'orientation en France est quand même bien faite, puisque tout le monde arrive à s'orienter. Mais on laisse beaucoup la place à la famille pour emmener les enfants sur des salons d'orientation. Et à part le forum métier qui a lieu une fois dans la scolarité, et encore, c'est le forum de l'enseignement supérieur. Plus. Donc, les jeunes doivent choisir entre des études sans forcément choisir entre des métiers. Et donc, moi, j'ai été aussi dans ma carrière directrice des relations internationales pour faire des partenariats avec l'enseignement supérieur à l'étranger. J'ai vu que dans les pays anglo-saxons, justement, le projet professionnel était pris en compte dans les horaires. Les jeunes pouvaient, dès la classe de 4e, préparer un projet ou préparer 4 ou 5 projets professionnels, en changer chaque année et l'exposer pour justement toucher le terrain avant. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Après, je vois quand même qu'il y a de plus en plus d'émissions de télé, de jeux, etc., même de petits jeux de société qui justement sensibilisent et ouvrent à la science et aux technologies. Et je pense qu'effectivement, ça vient. Il faut encore accélérer le mouvement. Comme vous l'avez très justement dit, il faut aller plus vite. Complètement. On va continuer à accélérer le mouvement avec vous, justement, mesdames, pour pouvoir porter très haut ces valeurs de mixité, de sororité, d'égalité pour les métiers, notamment de l'industrie et de la tech dans un instant. Mais d'abord, tiens, comme par hasard, on va faire un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap avec Cheryl Jessica Isengé. So our machine is programmed to dig. After digging, it will move forward to drop the seed. J'essaie de se démarquer en développant d'autres produits.
des conneries en clé. En fait, sur toute la couche de polyuréthane, créer des matériaux plus organiques comme là c'est de l'argile, tout type de terre crue, terre sèche. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, évidemment, toujours en compagnie de nos invités du jour, Marie-Sophie Pavlak, présidente et fondatrice de l'association Elle Bouge, et Sarah Dalmasso, directrice générale et vice-présidente d'Omnicell International. Dans un instant, on continue justement à parler de la façon dont on peut rendre beaucoup plus tangible, susciter des vocations auprès des jeunes filles pour les métiers de l'industrie et du numérique. Mais d'abord, Jeanne Dreyfus a définitivement une idée derrière la tech. Et Jeanne, aujourd'hui tu vas nous faire voyager du côté de l'Antiquité, oui, mais pas avec n'importe quelle machine à remonter dans le temps. Ta machine à remonter dans le temps à toi, ça s'appelle les jeux vidéo. Eh bien oui Marjorie, écoutez, on se rappelle tous, on a tous en tête des grandes figures d'archéologues. J'ai entendu Champollion, mais pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout ça qu'il fallait répondre, Marjorie. Évidemment, je ne l'ai même pas répondu, je ne l'ai même pas prononcé. Tu l'as pensé très fort. Ou alors je suis ventriloque. Je pense évidemment à la seule, l'unique, l'inénarrable Lara Croft, qui, à l'inverse des ruines qui n'ont de cesse de tomber autour d'elle, ne semble pas, du haut de sa plastique exceptionnelle, être sujette aux mêmes lois de la gravité que vous et moi, suivie de près de Nathan Drake. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Je pensais l'avoir enlevée au montage. Bref, qu'est-ce qu'il est beau, ce métier d'archéologue. Nathan Drake, archéologue du jeu Uncharted, on ne le voit pas trop fouiller, hein, mais quel sens du rythme, de l'histoire évidemment, qui sait mettre les valeurs du passé, évidemment, les valeurs des formes du passé, évidemment. Archéologue plus qu'une profession, une passion, n'est-ce pas Nathan? Allez, je brise là tous les mythes. Tous ces archéologues sont évidemment des figures plus d'aventuriers que d'archéologues au sens propre du terme, mais sont souvent basés sur des figures historiques réelles. Je parle de Nathan Drake, qui doit son nom à la figure historique de Sir Francis Drake, un explorateur et corsaire de la couronne britannique, le troisième à avoir fait le tour du monde dans les eaux dangereuses du XVIe siècle et qui a fait plier Nombre de Dios, qui a volé l'or espagnol à Panama. Bref, des aventuriers de chair et d'os qui ont servi d'exemple et qui n'ont rien à envier à nos poupées de pixels. Oh là là, poupée de cire, poupée de son et poupée de pixels, comme c'est bien dit. Toutefois, dans ces jeux vidéo, évidemment, on va aller vers la fiction, c'est tout l'objet des gameplays, mais on va aussi puiser aux sources de l'histoire. Donc, quelle est la part de fiction et quelle est la part d'histoire là-dedans? Alors, on ne peut pas parler de jeux vidéo et d'archéologie sans penser à cette série de Assassin's Creed, qui est un jeu d'aventure qui nous fait voyager de l'Égypte à la Grèce antique, des Vikings à la Révolution française. Le slogan de la série, c'est « L'histoire est notre terrain de jeu ». Au studio Ubisoft, qui est le créateur de la série, un groupe d'historiens, de géographes, de spécialistes de tout poil travaillent toute l'année pour rassembler l'ensemble des données qui vont leur permettre d'être fidèles à une époque. Ils vont étudier le contexte historique, ils vont étudier le contexte architectural, une ville qui vit le jour et la nuit, les animaux, les artisans, les armes, la nature même à l'époque de l'histoire, rien ne leur échappe. Et c'est à faire pâlir les musées et autres grandes chaires académiques qui travaillent en matière d'histoire de l'art. Je me suis penchée sur leur opus Odyssée, qui porte sur la Grèce antique à l'époque de Périclès. Leur travail de reconstitution de villes entières leur demande d'étudier chaque type de colonne, par exemple, dans leurs matériaux, dans leur assemblage, leurs motifs. En se basant sur des manuels d'histoire de l'art, ils ont établi l'ensemble
colossal de types de bâtiments sacrés qui existent en Grèce antique. Et là, on peut voir tous les temples qu'ils ont créés à partir de leur 3D. Le petit temple rond qui s'appelle le Tholos, des différents styles de temples à colonnes, péristyle, périptère, bref. La particularité des jeux vidéo, c'est un travail de reconstitution et d'immersion qui permet de vivre l'histoire à la première personne. À la première personne, en effet, on la vit avec toi en ce moment dans cette chronique. Ça nous amène à quoi? À faire un peu du tourisme numérique quelque part? C'est un véritable tourisme numérique, en effet, avec notamment ce qu'Ubisoft a créé, c'est-à-dire les Discovery Tours, et qui servent parfois de matériel aux enseignants. Ce sont des visites donc, de ces univers historiques commentés. Et quand on parcourt, par exemple, l'univers de Odyssey, qui est donc le Assassin's Creed qui se passe en Grèce, on est en partie à Athènes, on pénètre l'agora, on voit les marchands, les échoppes, la vie même. On réalise aussi que, contrairement à l'idée que l'on se fait habituellement du monde grec, qui nous est parvenu sous forme de ruines, de marbre blanc, eh bien, on réalise l'aspect polychromique des constructions, des sculptures, de la ville. On se faufile dans le Parthénon, on découvre l'Athéna disparue de Phidias et faite d'ivoire et d'or, avec à ses pieds un bassin destiné à ce que l'ivoire ne se fissure pas et à garder un certain taux d'humidité. Bref, on rencontre vraiment cet univers comme dans une machine à remonter le temps, comme tu disais tout à l'heure, Marjorie. Absolument, et d'ailleurs on en connaît un, nous ici dans l'école du futur, de profs qui utilisent l'Assassin's Tour Odyssey en classe. Il s'appelle William Brou et vous pouvez le suivre sur sa chaîne évidemment, Histoire en jeu, pour pouvoir mettre les mains dans le cambouis de l'histoire via les jeux vidéo. Et ça veut dire quoi, encore une fois? Je reviens à ma question précédente, comment est-ce qu'on arrive à faire la part entre l'histoire pure et dure et entre la fiction? Parce qu'encore une fois, oui, on a envie d'être des gamers pour la beauté, si j'ose dire, du geste et de la science, mais il y a aussi un gameplay qu'il va falloir suivre. Évidemment, c'est un peu comme dans les documentaires. L'histoire ne donne jamais tout le tissu dont elle est faite, tout le tissu du réel. C'est évidemment ce qui la rend passionnante, l'histoire. Et dans les jeux vidéo, il ne faut pas oublier évidemment la fonction première d'un paysage, c'est sa jouabilité. L'architecture, elle doit être praticable, il faut pouvoir l'escalader, il faut pouvoir passer d'un bâtiment à un autre, glisser, sauter, etc. Je voudrais finir cette chronique avec Assassin's Creed Origins, c'est l'opus égyptien en fait, et on a cette promesse du jeu vidéo qui est de pouvoir escalader la pyramide de Gizeh, quelle merveille. Et à ce gameplay s'ajoute une esthétique propre à de nombreux jeux vidéo d'aujourd'hui, l'esthétique de l'augmentation de la perception, des points de vue qui viennent grandir les plongées et les contre-plongées, une esthétique de l'horreur du vide, c'est-à-dire partout des détails viennent tout le temps susciter notre attention, dans le cadre de ces safaris visuels et historiques, des paysages insolemment géants, des résolutions dont la beauté vient de l'impossibilité visuelle. Aucun œil humain n'a la résolution de ces images de jeux vidéo, parce que avec ces productions titanesques que sont les jeux vidéo, et avec leurs innombrables tours de force, en abordant la grandeur de ces civilisations passées, on entend bien mesurer notre propre grandeur technologique et esthétique. Mais elle était insolemment géante, cette chronique. Merci infiniment, Jeanne, pour cet univers entre archéologie et jeux vidéo. Mesdames, je vous voyais émerveillées, suivre, suspendues justement aux lèvres et aux démonstrations de Jeanne. C'est aussi un outil qui nous permet de mieux manipuler ou de mieux maîtriser justement les sciences, comprendre là aussi qu'on peut avoir un impact au travers du jeu vidéo. Tous les outils finalement vont être bons pour pouvoir nous raccrocher justement au numérique. Ah oui, complètement. Alors, j'étais particulièrement étonnée parce que mon fils de 12 ans joue et j'ai plutôt tendance à lui dire qu'il faudrait passer un peu moins de temps devant l'écran. Finalement, je vois qu'il y a un intérêt majeur à le laisser jouer. Puis quand on part en vacances, etc., souvent en Grèce ou en Sicile, ça peut être intéressant là aussi. Mais encore une fois, dans le sens qu'on a évoqué plus tôt, construire ce genre de choses, être bon en histoire, pouvoir coder du logiciel, etc. Du coup, là, ça prend encore plus son sens. Donc, j'étais peu aware de ce qui se passait. Je le suis, donc merci beaucoup. Ce sera un bon sujet de conversation à la maison. Nombreuses sont les ingénieurs qui souhaitent effectivement après intégrer Ubisoft et travailler dans l'univers du jeu. Il y a même des spécialités dans les écoles d'ingénieurs
pour y arriver. C'est tout, ça montre tout l'intérêt. Effectivement, le temps passé sur les écrans par nos chers enfants est assez phénoménal. Mais si c'est à la hauteur de la chronique, ça vaut le coup. C'est beau, c'est très beau, Marie. Ça a gagné 1 heure ou 2 de jeux vidéo. Waouh, cette chronique était sponsorisée par autre chose. Mais particulièrement Assassin's Creed. C'est vraiment c'est grandiose comme série. Et pour justement resaluer encore une fois nos Ubisoft, en l'occurrence en termes de studio, ils ont aussi des directrices de collection extrêmement connues, extrêmement respectées dans l'univers du jeu vidéo, et notamment toute une partie des derniers opus d'Assassin's Creed qui a été dirigée depuis Toronto par la directrice du studio de Toronto pour Ubisoft. En l'occurrence, on continue justement à parler de ces métiers, du numérique, de l'industrie. Comment est-ce qu'on peut les dégenrer? Comment on suscite des vocations pour pouvoir y aller? Ces talents au féminin, on en parle tout de suite dans la deuxième partie du talk. Et vous le savez, pour en parler aujourd'hui, Marie-Sophie Pavlak et Sarah Dalmasso sont avec nous. Marie-Sophie, je voulais qu'on revienne justement sur ce décompte très impressionnant des marraines d'Elle-Bouge, l'initiative que vous avez lancée il y a 15 ans d'action, 15 ans d'initiative. Il y a énormément de concours que vous animez à l'année, justement, avec ces marraines. Et puis, des marraines qui viennent de toutes les industries confondues. Il y a du numérique, oui, mais il y a aussi de l'aéronautique, il y a aussi de l'automobile, exactement. La construction. Il n'y a pas encore la santé, je crois, mais on ne sait jamais, peut-être que l'idée pourrait venir avec ça. La santé. Il y avait aussi la santé qui est représentée. Parfait. Le dernier décompte que j'ai trouvé sur le site d'Elle-Bouge, c'était 7290 marraines, très exactement. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez les chercher à tous les niveaux de l'industrie et dans tous ces secteurs. Il y a des DG, il y a des membres de COMEX, mais il y a aussi des techniciennes, il y a des développeuses. L'idée, c'est de se dire qu'il y a autant finalement de diversité dans le métier de l'industrie que d'intérêt à y trouver. Absolument, hein. C'est sûr que les marraines, on ne les force pas à venir du tout. C'est d'abord leurs entreprises qui adhèrent à l'association et qui ouvrent la possibilité à leurs collaboratrices de devenir marraines sur la base du volontariat. C'est aussi l'entreprise qui les autorise à venir après s'exprimer sur les nombreux événements que l'on organise auprès des jeunes filles. Et en fait, elles viennent parce qu'elles sont passionnées, parce qu'elles sont enthousiastes, parce qu'elles ont envie de transmettre. Vous avez mis mixité, égalité, sororité, c'était le nom de notre colloque pour les 15 ans. Et je vous l'avoue, je voulais emprunter l'espace d'une émission. Et vous avez bien fait, parce que c'est des valeurs auxquelles on tient. Et également, la baseline, c'était la passion de transmettre sa passion. C'est vraiment ce qu'incarnent les marraines, c'est-à-dire qu'elles ont une vraie volonté de pouvoir aider les jeunes filles. Et elles se font plaisir aussi en le faisant, parce qu'elles racontent leurs aventures et leur carrière, parfois les difficultés, mais le plus souvent quand même les succès, les réussites, et pourquoi elles sont animées par cette passion. Et donc elles ouvrent le champ des possibles, et elles me disent toutes, et pour moi c'est pareil, la récompense pour les marraines et les relais, c'est de voir briller les yeux des jeunes filles quand elles entendent les récits, mais quand aussi on les met en action sur le terrain, au sein des entreprises ou dans des salons industriels comme Vivatech, on parle de la tech, donc on a fait évidemment un bel événement pour Vivatech, mais à la rentrée, le mondial de l'automobile, le salon du Bourget, quand il va enfin revenir après toutes ces années Covid. On a fait les ailes de l'océan, donc là, ça se passe souvent sur des terrains maritimes aussi. Et donc là, il y a des métiers incroyables. Moi, chaque fois que nos marraines témoignent, alors j'insiste pas évidemment aux 500 événements par an, parce que c'est pas possible, mais je découvre des métiers, je me dis, voilà, si j'étais plus jeune, j'ai envie de faire comme elle. Ou alors comme elle. C'est tellement génial. Et il y a un tel enthousiasme qui est perceptible, transmissible. Après, il y a aussi cette ambiance de convivialité quasi familiale entre les marraines, qu'elles soient d'entreprises différentes. C'est pas le problème. C'est on se donne toute la main pour faire avancer la mixité dans l'industrie. Et c'est une volonté sincère, donc c'est pour ça que ça marche. Et les collégiennes, lycéennes qui viennent assister à ces événements, encore une fois plus de 500 par an, elles viennent avec quelles intentions? Ce sont déjà des jeunes filles qui ont de l'appétence pour ces métiers, pour ces secteurs, ou au contraire, elles viennent avec une totale envie de découvrir?
En fait, il faut convaincre celles qui ne sont pas encore convaincues. Donc, on s'adresse à des collèges et des lycées et on a commencé cette année à s'adresser aux primaires. Ça, c'est la nouveauté parce que le plus tôt on le fait, le plus tôt c'est important. C'est une question d'éducation. Et donc là, c'est en général les profs qui décident d'emmener uniquement les filles de la classe sur ces événements. Pour une fois. C'est important. Pour les filles, elles se sentent un peu VIP. C'est pas juste une simple sortie de classe parce que sans ça, ça serait les garçons qui seraient aux premières loges au Mondial de l'automobile, ce serait eux qui poseraient les questions en premier, etc. Donc là, la parole leur est donnée et il y a cette histoire de projection, de représentation à travers les marraines. Donc oui, on fait découvrir à certaines qui ont peut-être déjà une appétence pour les sciences et la tech, et donc on va les conforter dans leur orientation, dans ce cas, et sans ça, on va en faire changer d'orientation ou découvrir une orientation. On fait des petits sondages auprès des filles, là, on leur dit, vous pouvez sortir votre téléphone, et puis elles répondent, là, un peu comme à Qui veut gagner des millions, on voit comment elles se positionnent sur... avant de venir, je ne connaissais pas du tout le numérique, un peu, ou pas du tout, etc. Maintenant, donc en fait, en général, c'est 80% qui ne savaient pas du tout ce que c'est. À la fin, c'est 80% qui disent qu'elles ont compris ce que c'était, etc. Et après, quand on leur demande combien aimeraient travailler sûrement ou peut-être dans le numérique, on arrive à peu près à 50%. Donc on voit quand même que... elles sont encore jeunes, elles peuvent changer d'avis, mais on voit quand même qu'il y a un élan et qu'on leur a ouvert le champ des possibles. Et de plus en plus, des jeunes marraines qui s'adressent aux jeunes filles disent, ben voilà, moi, j'étais comme vous. Il y a 10 ans, je suis venue au Salon du Bourget avec ma classe. Je ne connaissais pas du tout l'aéronautique. Et maintenant, je travaille chez Dassault, chez Safran, et je suis en charge de l'interface homme-machine avec le pilote du Rafale ou des choses comme ça. Et elle leur explique après ce que ça veut dire. Mais donc, c'est ce cercle vertueux qui se met en place. Et c'est la plus belle des récompenses, absolument, en l'occurrence. On va revenir sur la réalité aussi dans l'industrie, dans les métiers, dans le monde du travail avec vous, Sarah, parce que vous êtes donné une ambition extrêmement importante au sein d'Omnicell. C'est celle, évidemment, de pouvoir augmenter la parité au sein des métiers de vos équipes, collaborateurs et collaboratrices. Je crois que vous y êtes quasiment déjà arrivé. Il me semble que votre feuille de route, quand vous êtes arrivé en 2020, c'était d'avoir 30% de parité d'ici 2023. Bonne nouvelle, on est déjà à 20% en 2022. Bonne nouvelle. Au bout d'un an, on avait déjà... Oui, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'en fait, on était moins de 10%. Donc, je fais partie des effectifs français. Donc, moins de 10%, c'était quand même pas quelque chose dont j'étais particulièrement fière. Donc, effectivement, j'ai pris l'engagement d'augmenter d'ici à 2023 jusqu'à 30%. Donc, en 3 ans, en 1 an, on a doublé. Alors, on n'a pas doublé que dans la tech, mais on a surtout... dans ces métiers-là. Donc, on a embauché des développeuses, on a embauché des personnes, des femmes qui vont sur le terrain pour réparer les machines, plus proches des clients, etc. On a aussi embauché au marketing, dans des fonctions qui aujourd'hui sont plus féminisées que d'autres. Mais en tout cas, on est déjà à 20%. C'est super, mais le but... c'est 30% en 2023. Mon but perso, c'est un peu plus loin quand même. C'est d'arriver à une parité complète. Donc 50% d'ici 2025. Au rythme où ça, on peut se dire que c'est possible. Le plus dur sera la fin. Mais en tout cas, si c'est quelque chose qu'on peut atteindre, définitivement, on y va. On a mis en place des petites choses. Typiquement, pour chaque recrutement, on veut au moins avoir un CV féminin. Systématiquement, on ne fait pas de panel d'interview si on n'a pas une fille. Une femme. Je pense que c'est important. Après, on va aussi parler dans les écoles d'ingénieurs, justement, pour accélérer ça. Et puis, moi, je participe aux assises de la parité, différentes choses. Et en tout cas, je veux incarner cette mobilisation de l'entreprise. Il faut venir chez elle. Absolument. Allez témoigner chez Elbouge auprès des 500 événements par an. Ça veut dire quoi pour terminer cette émission que, et c'est peut-être une bonne nouvelle, la parité, la mixité, la sororité, ça peut se décréter. Ça part d'abord de cette volonté de se dire oui, c'est possible et on y va ensemble. Ça doit partir du plus haut niveau, obligatoirement. Il faut que le chef d'entreprise, le PDG, en soit convaincu et derrière qu'il énerve tout le reste de l'entreprise. Il faut quasiment
avoir un plan, une charte qui est co-construite par l'ensemble des collaborateurs, des collaboratrices qui peuvent se l'approprier. Et je pense qu'on y arrivera. Mais la volonté part du haut. Tout à fait. Alors, tout à fait d'accord. Alors, moi, j'incarne cette volonté. Encore plus, vraiment. J'incarne cette volonté. C'est quelque chose qui ruisselle dans l'entreprise, qui est important. D'abord parce que, en tant que dirigeant, on doit montrer l'exemple, déjà. Mais surtout aussi parce que toutes ces nouvelles générations, elles ont besoin d'authenticité. Et c'est pas juste parce qu'on veut de la parité et que ça soit pas incarné. Il faut vraiment que ce soit incarné. Il faut qu'on pense faut qu'on dise ce qu'on pense ce qu'on dise et surtout qu'on agisse dans ce sens-là. Donc c'est définitivement un combat quotidien. Mixité, égalité, sororité, vous le voyez, on a mis les paroles en action aujourd'hui avec Marie-Sophie Pavlac pour Elle Bouge, avec Sarah Dalmasso pour Omnicell International. Donc on vous retrouve très bientôt dans les prochains événements 2022-2023 d'Elle Bouge. Ça me fait plaisir. Si on peut aider vraiment, on est là dans l'école du futur. Merci comme toujours à Jeanne, évidemment, pour ses chroniques absolument fantastiques. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un tout dernier épisode de la saison de l'école du futur.